Les garnements de Blackwood sont tombés sur un os. Sa revanche a ébranlé le monde. Élise Lemaire était une ombre par choix. À 15 ans, elle avait perfectionné l'art de passer inaperçue, une compétence essentielle pour quelqu'un qui était toujours la nouvelle. La vie itinérante de sa famille, à cause du travail spécialisé et souvent confidentiel de sa mère dans l'ingénierie, signifiait qu'elle avait fréquenté 7 écoles en 9 ans. L'Académie Blackwood n'était qu'une étape de plus sur une route longue et solitaire. Elle n'était pas banale, mais pas jolie non plus. Une jeune fille aux cheveux châtain clair de taille normale, avec un corps qui semblait pouvoir être renversé par une brise forte. Ses vêtements étaient faits pour être fades, des pulls bleu marine foncé, des pantalons délavés, des bottes ordinaires. Elle ne parlait que lorsqu'on lui adressait la parole, gardait les yeux rivés sur ses cahiers ou sur le carrelage terne du sol, et se déplaçait dans les couloirs bondés avec la vitesse silencieuse d'une pensée. Cette dissimulation prudente était son bouclier. Mais à Blackwood, son bouclier avait commencé à se fissurer. Le problème n'était pas un seul défaut, mais 3 sources ambulantes de méchanceté, Chloé Dubois, Léa Moreau et Théo Martin. Chloé, la reine incontestée de la classe de seconde de Blackwood, était comme une image de perfection. Ses cheveux bruns étaient toujours coiffés à la perfection, son visage toujours maquillé, et ses tenues semblaient sortir tout droit d'un site de mode. Mais sous cette apparence brillante se cachait un grand vide qu'elle comblait en rabaissant les autres. Léa était son acolyte, une femme de main qui rendait chaque regard et chaque mot méchant de Chloé encore pire. Et puis il y avait Théo, un athlète grand et souriant qui traînait avec Chloé, utilisant sa taille pour intimider tous ceux qu'elle prenait pour cible. Leur cible était Élise. Son silence n'était pas une défense, mais un paillasson. Sa solitude n'était pas un choix, mais une faiblesse à exploiter. Les moqueries ont commencé doucement, comme toujours. Un petit rire lorsqu'elle passait, un murmure bruyant de « Regardez la bizarre », une bousculade dans le couloir qui faisait tomber ses livres partout. Élise, suivant son entraînement, ne faisait rien. Elle ramassait ses affaires, le visage impassible, et s'éloignait. Elle sentait les gens la regarder, un mélange de pitié et de soulagement que ce ne soit pas eux. Les professeurs, surmenés et mal payés, ne voyaient que des problèmes d'adolescents normaux, une autre enfant timide, ayant du mal à s'intégrer. Ils disaient quelque chose de gentil s'ils voyaient quelque chose, mais ne faisaient jamais rien pour aider. Le fait qu'Élise ne fasse rien n'était pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle était disciplinée. Sa mère, une femme qui parlait d'une voix calme et posée, même lorsqu'elle parlait de démolir un immeuble de 60 étages, lui avait surtout appris une chose, la maîtrise de soi. Les sentiments, c'est comme un feu, Élise, disait-elle, en dessinant sur un grand bloc dans leur atelier au sous-sol. C'est sauvage, imprévisible et destructeur, mais la maîtrise de soi, c'est comme un rayon laser. C'est précis, c'est planifié. Tu utilises juste la bonne quantité de puissance à l'endroit exact, au moment exact, et tu peux abattre un empire entier sans gaspiller d'énergie. Elle ne parlait pas seulement d'immeubles, elle lui donnait une façon de vivre. Alors, elle a encaissé les railleries, les bousculades, la solitude. Elle a noté chaque insulte, chaque acte méchant, non pas comme quelque chose qui la blessait, mais comme une information. Elle recueillait des informations, étudiait leurs habitudes, leurs points faibles. Ils pensaient la briser. Ils ne faisaient que lui montrer comment leur propre place était organisée. La cantine était leur principal terrain de jeu. Quelques semaines après avoir commencé à Blackwood, Élise portait son déjeuner à une table vide lorsque le pied de Théo s'est avancé dans l'allée. C'était une blague simple et ennuyeuse. Elle est tombée lourdement, son déjeuner s'écrasant, un jet de jus et de frites recouvrant le sol. Une vague de rire, menée par le rire bruyant de Chloé, a rempli la grande salle. « Fais attention où tu vas, Élise la silencieuse !» a crié Chloé avec un doux sourire sur son visage. Le visage d'Élise est devenu rouge, une brusque montée de honte et de colère. Le feu dont sa mère l'avait avertie a touché les bords de sa maîtrise de soi. Elle voulait se relever d'un bond,
utiliser les bases d'autodéfense que sa mère lui avait également enseignées pour effacer le sourire du visage de Théo. Mais elle a vu le regard calme de sa mère dans son esprit. La maîtrise de soi, c'est comme un rayon laser. Elle a pris une inspiration lente et profonde, s'est redressée et s'est éloignée sans dire un mot, laissant son déjeuner renversé et sa fierté sur le sol. La honte était comme de l'acide, mais elle l'a retenue, gardée à l'intérieur. Ce n'était pas le moment. La pression n'était pas encore assez forte. La méchanceté a empiré. Ils ont volé ses devoirs et les ont déchirés devant elle. Ils la piégeaient près de son casier, un triangle de personnes effrayantes, murmurant des choses méchantes juste assez fort pour qu'elle les entende. Chloé aimait particulièrement utiliser des jeux d'esprit, en lançant des rumeurs selon lesquelles Élise était une bizarre qui observait les gens, qu'elle sentait mauvais, que sa famille faisait partie d'un groupe étrange. Chaque mensonge était une petite pierre pointue lancée sur elle. Élise a tout encaissé, son visage ne montrant rien. Mais à l'intérieur, la pression montait. Les informations s'accumulaient. Elle savait que la fierté de Chloé était sa plus grande faiblesse. Elle savait que la méchanceté de Théo était juste pour impressionner Chloé. Elle savait que Léa n'avait pas d'esprit propre. Elle savait comment ils étaient organisés et elle commençait à planifier comment les abattre. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le moment où les choses ont vraiment commencé, est arrivé un mercredi après-midi gris et pluvieux. L'école venait de se terminer et Élise prenait un raccourci derrière le gymnase, un endroit triste de béton brisé et de plantes envahissantes. Elle allait à la bibliothèque municipale, son refuge. Soudain, ils étaient là, lui bloquant le chemin. Chloé, Théo et Léa, l'air ennuyés et prêts à semer le trouble. « Tu vas quelque part, la tarée ?» a raillé Chloé en croisant les bras. Élise a essayé de les contourner, mais Théo s'est déplacé pour l'arrêter. « Chloé t'a posé une question, a-t-il dit, d'une voix basse. Quelque chose semblait différent aujourd'hui. Leur méchanceté semblait plus aiguisée. Chloé a regardé le sol, et un sourire méchant est apparu sur son visage. Elle s'est penchée et a ramassé un morceau de béton brisé et pointu. « Tu sais, tu es comme un caillou, Élise, a-t-elle dit, en le faisant passer d'une main à l'autre. Moche, gris, et personne ne se soucie de savoir si on te donne des coups de pied. » Elle a regardé Théo. Voyons si elle fait du bruit. Théo a souri et a ramassé un caillou à son tour. Léa, toujours à la suite, a fait de même. Le premier caillou, lancé par Théo, n'était pas destiné à la blesser vraiment. C'était un test. Il a touché Élise en plein à l'épaule, une douleur vive et choquante qui l'a fait halter. Ça faisait mal. Ça faisait plus mal que les bousculades, plus mal que les insultes. C'était une agression physique qui franchissait une limite. Un autre caillou, celui-ci lancé par Léa, lui a effleuré le bras. Puis Chloé a lancé le sien. Il était plus petit, mais elle l'a lancé fort. Il a touché l'arrière de la tête d'Élise, juste au-dessus de sa nuque. Sa vision s'est brouillée pendant une seconde, un éclair de douleur derrière ses yeux. Rire. Il riait. À travers la douleur, Élise a ressenti quelque chose de clair et d'effrayant. Elle avait toutes les informations dont elle avait besoin. Elle savait comment ils étaient organisés. La pression était à son maximum. La voix de sa mère a résonné dans son esprit, mais cette fois, ce n'était pas un avertissement. C'était un ordre. Utilise juste la bonne quantité de puissance, à l'endroit exact, au moment exact. Elle n'a pas crié. Elle n'a même pas bougé. Elle a lentement tourné la tête, ses yeux, pour la première fois, regardant droit Chloé. L'absence totale de peur, le regard froid et intelligent dans ses yeux, a fait disparaître le sourire de Chloé pendant une seconde. Élise s'est retournée et s'est éloignée, la douleur dans sa tête et son épaule, un bourdonnement silencieux sous le sentiment bruyant d'un nouveau plan effrayant. La démolition avait été programmée. Ce soir-là, Élise n'a pas fait ses devoirs. Elle est allée au sous-sol. C'était l'endroit spécial de sa mère, un lieu d'ordre, d'exactitude et de puissance stockée. Les outils étaient suspendus sur un panneau dans des formes parfaites. Des boîtes de fils, de lumière et de pièces étaient soigneusement étiquetées.
Sur une grande table au milieu se trouvaient quelques-uns des anciens modèles de sa mère, des découpes détaillées de bâtiments avec des poutres de soutien de différentes couleurs. Au cours de l'année écoulée, elle avait appris le métier. Pas seulement la force des explosions, mais la science qui les sous-tend. La chimie, la physique, les mathématiques. C'était un art difficile et magnifique pour elle. Démolir ne consistait pas à détruire, mais à changer. On prenait quelque chose, et grâce à un événement planifié, on le transformait en autre chose. Ce soir, elle était l'artiste. Sa cible n'était pas une personne. Sa mère avait été claire sur l'importance de la vie. Le but n'était jamais de blesser, seulement d'empêcher quelque chose de fonctionner. Dans ce cas, la chose à arrêter était le statut social de Chloé, sa fierté, son pouvoir. Et le centre de ce pouvoir était sa voiture. Une voiture de sport bleu vif flambant neuve que ses parents lui avaient offerte pour son anniversaire. C'était son trône, ce qui montrait à quel point elle était importante, qu'elle garait toujours à l'endroit le plus visible du parking des étudiants. Élise a commencé à rassembler ses affaires. Elle ne construisait pas une bombe, pas au sens normal et violent du terme. Elle construisait ce que sa mère appelait un dispositif de propagation. Quelque chose qui ne blesserait personne, ne déclencherait pas d'incendie, mais causerait beaucoup de problèmes. La pièce principale était un petit réservoir d'air à haute pression, prélevé sur un vieux pistolet à peinture. La substance à l'intérieur était un mélange chimique qu'elle avait fabriqué elle-même. Un mélange de choses qui, une fois assemblées et pulvérisées, produirait l'odeur la plus horrible, la plus forte et la plus difficile à enlever de tous les temps. C'était un mélange soigné de produits chimiques, les mêmes qui font que les moufettes, les œufs pourris et l'ail sentent mauvais, et une colle industrielle forte qu'elle avait commandée en ligne en prétendant que c'était pour un projet artistique. La couleur était un vert néon terrible et vif. Le dispositif était conçu pour coller au bas d'une voiture avec un aimant, déclenché par une simple télécommande bon marché provenant d'un avion jouet. C'était intelligent, précis et complètement destructeur. En connectant le dernier fil, elle s'est sentie calme. Ce n'était pas une vengeance, c'était une démolition planifiée. Les jours suivants à l'école ont été tendus. Les brutes, se sentant bien parce qu'elles n'avaient pas réagi aux cailloux, sont devenues plus audacieuses. Elle semblait sentir quelque chose de différent chez elle, mais elle se trompait. Son nouveau silence n'était pas un abandon, mais la concentration silencieuse avant une explosion. Elle se tenait plus droite, regardait plus directement les gens. Elle ne détournait plus le regard. Elle les regardait simplement à travers. Une personne a remarqué le changement. Antoine, un garçon timide de son cours de sciences qui s'asseyait au fond et dessinait dans un cahier, l'a vu. Il a vu quelque chose de nouveau dans ses yeux, non pas de la peur, mais de la concentration. Il l'a vu observer Chloé et son groupe avec un regard étrange, presque scientifique. Il ne savait pas ce qui allait arriver, mais il savait que les choses avaient changé de façon importante. Les choses ont atteint leur paroxysme vendredi. C'était le jour du grand rassemblement pour l'équipe de football, avant le match. Toute l'école serait dehors sur les terrains de sport. C'était la scène idéale. Pendant le déjeuner, Élise a entendu Chloé se vanter auprès de Léa. On devrait faire quelque chose de grandiose à Élise la silencieuse lors du rassemblement. Quelque chose que tout le monde verra. Elle prévoyait de la pousser accidentellement dans la grande flaque de boue près des tribunes. Elles n'étaient pas très créatives, c'était l'occasion idéale. Lorsque la dernière cloche a sonné, les élèves sont sortis sur les terrains. L'air était rempli d'esprit d'école. Le groupe de musique jouait, les pom-pom girls s'entraînaient et les élèves se promenaient, excités par le week-end. Élise, portant son sac à dos, s'est dirigée calmement vers le parking des étudiants. Il était plus vide maintenant. La plupart des gens étaient déjà au rassemblement. Elle a vu la voiture de sport de Chloé, brillant sous le soleil de l'après-midi comme une statue voyante. Son cœur battait fort, d'un rythme régulier et puissant. C'était le moment. La vérification finale avant d'appuyer sur le bouton. Elle a regardé autour d'elle. Quelques personnes se dirigeaient vers le terrain, mais personne ne regardait la fille tranquille au pull bleu marine foncé.
Rapidement, elle s'est agenouillée près du côté conducteur de la voiture, faisant semblant de lasser sa chaussure. Sa main est passée sous la voiture, l'aimant puissant du dispositif se clipsant sur le châssis. Elle s'est relevée et s'est éloignée, se fondant dans la foule, se dirigeant vers les tribunes. Le dispositif était en place. Le piège était prêt. Elle a trouvé une place à l'extrémité des tribunes, à une distance de sécurité, et a attendu. Chloé, Théo et Léa ont fait une entrée remarquée, marchant avec assurance vers le centre de la foule. Ils ont vu Élise et ont souri. Le spectacle allait commencer. Alors qu'ils se rapprochaient, se préparant à leur accident planifié, la main d'Élise s'est glissée dans sa poche, son pouce sur le petit bouton de la télécommande. Chloé a fait un pas vers elle, ouvrant la bouche pour dire quelque chose de méchant. Elle n'en a jamais eu l'occasion. Élise a appuyé sur le bouton. Il n'y a pas eu de grande explosion. Il n'y a pas eu de métal volant. Il y a juste eu un grand, soudain, thump whoosh qui a résonné depuis le parking. Tout le monde s'est retourné. Dessous la voiture spéciale de Chloé, un énorme nuage épais de fumée verte vif a jailli, se propageant rapidement. Ce n'était pas de la fumée. C'était une substance gluante pulvérisée sous pression. Elle a recouvert la voiture en quelques secondes, collant à la peinture bleu vif, aux sièges en cuir, aux vitres propres. Et puis, l'odeur a frappé. C'était une agression physique, une vague de méchanceté qui a déferlé sur la foule. C'était l'odeur de 1000 œufs pourris, d'un champ d'ail et d'un groupe de moufettes, tous mélangés et rendus encore pires. C'était incroyablement mauvais. Les élèves ont eu des hauts-le-cœur, se couvrant la bouche et le nez. Les gens ont commencé à tousser, les yeux larmoyants. L'odeur était si forte qu'on avait l'impression qu'elle recouvrait leur langue. Les gens ont paniqué. Le rassemblement a cessé alors que les élèves fuyaient le nuage toxique. Au milieu de tout cela se tenaient Chloé, Théo et Léa, figés sous le choc. La substance gluante verte avait non seulement recouvert la voiture, mais les avait également éclaboussés lors de sa propagation, recouvrant les vêtements coûteux de Chloé et la veste de sport de Théo, de cette mauvaise substance collante vert néon. Le visage de Chloé montrait un choc pur, sa bouche ouverte alors qu'elle regardait sa voiture ruinée, ce qui montrait à quel point elle était importante. La voiture n'était pas seulement sale, elle était détruite. La colle ne se détacherait jamais de la peinture. L'intérieur était dangereux. L'odeur resterait pendant des semaines, un rappel permanent de sa honte. Au milieu du chaos, Élise s'est levée. Elle a descendu calmement des tribunes, la foule s'écartant de son chemin. Il la regardait avec un nouveau type de respect, un mélange de peur et d'admiration. Elle s'est approchée du groupe choqué et puant. Ils ont tressailli lorsqu'elle s'est approchée. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, ne semblant pas se soucier de l'odeur terrible. Elle a regardé droit Chloé, sa voix calme mais audible au-dessus de la toux. « Vous vouliez lancer des choses », a dit Élise, sa voix vide de tout sentiment. « Je lance juste mieux, et j'en sais plus sur la science. » Elle a regardé Chloé pendant un moment, la laissant réaliser ce qui s'était passé. Puis, elle s'est retournée et s'est éloignée, disparaissant dans la foule, laissant derrière elle une voiture ruinée, 3 parias et une légende. Les choses ont changé immédiatement. Lundi, l'histoire était devenue un mythe. Élise Lemaire, l'ombre tranquille, était maintenant mentionnée avec respect. On l'appelait l'artiste de la démolition ou simplement la bombe. Personne n'osait la regarder de travers. La peur qu'elle inspirait n'était pas parce qu'elle pourrait leur faire du mal, mais parce qu'ils ne savaient pas ce qu'elle pourrait faire. Elle avait montré qu'elle était intelligente, qu'elle planifiait bien les choses et qu'elle agissait sans sentiment, ce qui dépassait de loin les bagarres de lycée. Elle avait joué à un jeu différent, un jeu qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Le respect a suivi la peur. Elle pouvait maintenant s'asseoir où elle voulait à la cantine, et personne ne dirait un mot. L'espace autour d'elle était le sien. Chloé, Théo et Léa ont été ruinés socialement. La voiture de Chloé a été déclarée perte totale par la compagnie d'assurance.
L'odeur est restée sur eux pendant des jours, montrant à tout le monde à quel point ils avaient honte. Ils sont devenus les nouveaux parias, évités et ridiculisés. Une semaine plus tard, une Chloé triste et pleurante est venue voir Élise près de son casier. « Je suis désolée », a-t-elle dit sans regarder Élise, « pour tout. » Élise l'a regardée, ne se sentant pas heureuse, mais comme une scientifique regardant la fin d'une expérience. « Je sais », a été tout ce qu'elle a dit avant de se retourner et de s'éloigner. Il ne s'agissait pas de pardonner, il s'agissait de voir le résultat. La chose avait été arrêtée. Élise avait trouvé sa paix, mais pas en étant violente ou en devenant la mauvaise personne qu'elle avait combattue. Elle avait utilisé ses connaissances spéciales pour démanteler un système de méchanceté avec beaucoup de soin. Elle n'avait pas donné de coup de poing, elle avait déclenché une réaction chimique. Elle avait appris la chose la plus importante que sa mère lui avait enseignée. Le vrai pouvoir n'était pas d'être bruyant ou de causer le plus de dégâts. Il s'agissait de la maîtrise de soi. Il s'agissait de savoir exactement où pousser pour faire s'effondrer toute la mauvaise chose d'elle-même. Elle était toujours silencieuse, toujours observée, mais elle n'était plus une ombre. Elle était quelqu'un, montrant que les personnes les plus silencieuses peuvent avoir le plus de pouvoir, attendant le bon moment pour l'utiliser.